On va dire que oui. On va essayer de ne pas perdre de temps parce qu'il nous est un peu compté là pour les 2 dernières interventions. Donc, je vais peut-être tout de suite passer la parole à Fabrice Giraud, qui va nous présenter le dispositif Covisant et qu'on va écouter avec grand intérêt. Alors, c'est une présentation donc sans PowerPoint, mais on va essayer de mettre quelque chose à l'écran pour ne pas rester sur un écran noir. Alors, je ne sais même pas si je peux me mettre en mode vidéo. J'ai peu l'habitude de Zoom. Je vais essayer de voir quand même. Donc, normalement, alors je ne sais pas comment c'est sur un téléphone, mais il doit y avoir une petite caméra en bas à gauche de l'écran, peut-être. Eh ben non, ni à gauche ni à droite. Hop, tac. Ah, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Ça devrait être meilleur. Ouais, super. Eh ben, ravi de vous rencontrer. Alors, écoutez, ravi aussi. Merci d'abord de cette invitation. Alors, Covisan ou Covisan, moi je dis plutôt Covisan, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, c'est une habitude depuis le départ. Donc, je suis Fabrice Giraud, je suis directeur de la santé de la ville d'Aubervilliers. Et ben, je vais essayer de vous conter en quelques phrases, en quelques mots, l'époque ou en tout cas l'épopée ou alors en tout cas l'expérience Covisan. Alors Covisan limité à une expérience particulière, celle d'Aubervilliers, puisque on en parlera un peu plus tard, mais Covisan a concerné plusieurs sites, plusieurs hôpitaux de la PHP et du coup les modalités de fonctionnement ont été très radicalement différentes. Et quand on parle en tout cas du aller vers, c'était plutôt une spécialité alberti-villarienne, et donc bon, c'est un petit peu de ça dont je veux parler. Alors en quelques mots quand même, rappeler le contexte. 15 mars, c'est le confinement. Et le 15 avril, à peu près au moment où on commence à parler, où Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, tweet sur Covisan, la situation est la suivante. Nous avons des hôpitaux qui sont remplis, en particulier les lits de réanimation. Il y a beaucoup de morts. Le 15 avril, il y a 1400 morts qui sont dénombrés. On est en situation néanmoins d'avoir une certaine détente, puisque le nombre de sorties de réanimation excède depuis une semaine le nombre d'entrées. Bref, la période la plus noire est passée, est derrière le 15 avril, et on est plutôt en situation de réfléchir à la sortie, notamment à la sortie du confinement, et à essayer donc de mettre en place quelque chose qui a un seul but, casser entre guillemets les chaînes de transmission, ce que nous n'avions pas réussi avant le premier confinement. On souhaite essayer de mettre en place un dispositif efficace, cette fois, qui viserait évidemment à casser les chaînes de transmission. Et les chaînes de transmission, elles sont où? Eh bien, elles sont définies comme essentiellement intradomiciliaires. Quand je dis intradomiciliaire, c'est au sens large du terme, évidemment. On s'aperçoit que les contaminations avec le confinement ont lieu plus à l'intérieur du chez-soi, quel qu'il soit, qu'à l'extérieur. Et donc ben, évidemment, on se dit, c'est bien joli tout ça, mais le confinement provoque des contaminations, puisque les gens qui restent enfermés les uns sur les autres, ben, c'est un facteur de contamination. Et d'autant plus qu'effectivement, alors là, la question sociale va apparaître, qu'on se trouve dans des petits appartements. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certaines émissions à la télévision où on parlait du confinement, et
et certains, je me souviens en particulier d'une interview d'une dame à côté de sa piscine qui parlait du scandale que des gens ne respectaient pas le confinement. J'avais trouvé ça effectivement particulièrement éloquent et particulièrement, en tout cas, démonstratif quant à la difficulté de penser la question sociale, notamment au moment de cette crise. Et là, toutes les statistiques que nous avons depuis le démontrent, les territoires les plus défavorisés, les lieux de surpopulation, les foyers de travailleurs migrants, tous les lieux en fait collectifs où les gens n'ont pas forcément beaucoup d'espace pour vivre ensemble, eh bien, évidemment, on se retrouve avec un taux de contamination et aussi un taux d'hospitalisation et de mort plus important qu'ailleurs. Donc voilà, le contexte, c'est celui-là. Dernier élément de contexte, il n'y a quasiment pas de dépistage. Les tests PCR sont très peu répandus. En fait, ils ne sont proposés qu'aux cas sévères et quasiment toujours au 15 avril, ce n'est que l'hôpital qui fait des tests PCR, les laboratoires privés en faisant fort peu. Et donc voilà, le 15 avril, plutôt en lien avec le professeur Pierre Roux, qui est un professeur de maladies infectieuses de la PHP, et évidemment le professeur Bouchot, professeur de maladies infectieuses sur Avicenne. On s'interroge et on s'interroge assez vite sur cette question à la fois sociale et puis en même temps, à travers notamment des expériences humanitaires en Haïti pour le professeur Pierre Roux et puis en Afrique, en particulier au Congo pour Congo-Brazza et en RDC pour le professeur Bouchot, on se retrouve en situation d'identifier en fait une question qui est, ben oui, les gens les plus défavorisés, les gens qui vivent dans des conditions d'hébergement les plus difficiles ne sont pas forcément ceux qui se présentent spontanément au service de santé, sinon quand les choses sont très graves. Et donc, pour le coup, on se pose tout de suite la question du aller vers, de se dire, bon, ben voilà, pour cette population, alors non seulement elle est confinée et il va falloir trouver des solutions pour ceux qui sont contaminés, pour éviter les contaminations dites autour des cas contacts. Mais en même temps, il faut aller les chercher. Il faut les chercher pour au moins deux raisons. La première, c'est que beaucoup de cas sont très peu symptomatiques. Et puis la deuxième, c'est que cette population ne va pas aller aux soins. Et du coup, notamment du fait de ces conditions sociales, risque d'être un agent de transmission. Donc voilà, ce sont les éléments de réflexion qui naissent le 14 avril. Et donc le 14 avril, il y a un tweet de Martin Hirsch qui dit voilà, Covisan est un projet visant à accélérer la cassure des chaînes de transmission Covid-19 pour éviter une nouvelle vague de patients graves et pouvoir sécuriser la perspective du déconfinement. Donc, on a deux éléments. Essayer d'éviter que l'hôpital soit de nouveau très rempli. Et puis, le deuxième, c'est on prépare le déconfinement et donc on essaye d'éviter que des gens se contaminent et que la deuxième vague arrive. Et donc, au moment où il écrit ce tweet, il y a 3 programmes pilotes qui sont organisés autour de la Pitié-Salpêtrière, autour de Bichat et autour d'Avicenne. Il consiste à identifier les personnes potentiellement contaminées et à leur proposer à elles et à leur entourage toutes les mesures permettant de mieux se protéger. Alors, 2 éléments. Jusqu'ici, donc, les tests de dépistage ne concernaient que les personnes gravement atteintes. Là, on ne va pas simplement tester les personnes malades, très malades ou peu malades, mais on va en plus tester leur entourage. Et puis, alors, notion nouvelle, on se dit, on ne va pas simplement les tester, on va aussi leur donner les moyens de se protéger.
Là-dessus, un petit retour en arrière avec une intervention de l'Académie de médecine. Bon, le 10 avril, je ne retrouve pas le document, mais le 10 avril, l'Académie de médecine dit « Ah ben, les gens qui sont en situation d'être confinés dans des conditions qui n'empêchent pas la transmission, eh bien, ce serait bien de trouver des lieux d'hébergement pour ces personnes. » Et donc, à ce moment-là, un partenariat est mis en place, notamment avec les hôtels Accor. À l'époque, l'Académie de médecine propose que les hôtels, qui ne sont pas occupés évidemment, soient mis à disposition de l'Agence régionale de santé, que, en gros, un peu sur le modèle chinois, on confine le maximum de personnes à l'intérieur de ces hôtels dès lors qu'ils sont transmetteurs du virus. Alors oui, voilà, on est quand même ça le 10 avril. Le 14, on parle de 3 lieux sur lesquels on va rentrer dans Covisan. Et puis, quand même, il y a un certain nombre de mots qui sont utilisés. On parle de brigade sanitaire, on parle de confinement pour les personnes qui sont contaminants. On voit bien qu'on hésite entre deux possibilités. Une humaniste, humanitaire, et puis l'autre peut-être un peu plus guerrière, mais enfin sur lequel, entre guillemets, on se protège en obligeant, en contraignant, et on va donc vers les populations les plus en difficulté, pas forcément pour leur bien, mais peut-être pour protéger davantage l'hôpital ou les autres. Alors, ce projet est multipartenarial. Il y a, pardon, excusez-moi, il faut que je rebranche un système pour les vaccinations Covid. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, excusez cette interruption. Pas de problème. Donc, je dis un Covisan, un projet multipartenarial, puisqu'ils sont associés alors, la PHP, les collectivités locales, des acteurs privés, le groupe Accor en particulier, des ONG. Médecins sans frontières est associé au dispositif, des associations, l'Agence régionale de santé, les URPS, la ville de Paris, les communautés professionnelles territoires de santé, je vous passe les détails, la Croix-Rouge, enfin bref, tout le monde est mis sur le pont à travers ce dispositif qui va, entre guillemets, être un dispositif pilote dont on pense et dont on souhaite qu'il soit l'expérience Princeps qui va permettre de mettre en place un dépistage et un suivi, accompagnement des personnes atteintes et des cas contacts dès la sortie du confinement. Donc voilà, c'est ça l'ambition de Covisan. Je dirais quand même que pour un acteur de santé publique, le fait que ce soit la PHP qui mette en place un dispositif de prévention secondaire, à défaut d'être prévention primaire, de voir en fait un dispositif qui associe tous les acteurs de la santé. Bon, vraiment, c'était une surprise, même si, encore une fois, l'ensemble des acteurs de la PHP sont tout à fait respectables. C'est quand même l'hôpital de 3e niveau. La PHP, c'est tout ce qu'il y a de plus technique. Et là, pour le coup, on se retrouvait avec une idée simple qui avait été mise en place dans certains pays bien avant les nôtres, mais que, avant de remplir l'hôpital, il fallait peut-être détecter les patients plus tôt et essayer d'éviter quelques transmissions. Peut-être on éviterait par la prévention un certain nombre de sujets. Donc, 15 avril, proposition de fonctionnement. Dès la semaine suivante, le dispositif fonctionne sur Aubervilliers. Il fonctionne
excusez-moi encore une fois. Alors oui, oui. Donc il fonctionne dès la semaine suivante et il met en place avec des équipes pluriprofessionnelles deux types d'actions. Des actions de dépistage. Nous avons donc accès au PCR pour les patients qui présentent des symptômes compatibles avec la Covid et puis leur cas contact. Vous m'entendez bien? Oui, oui, ça marche très bien. D'accord. Et deuxième niveau, on propose d'aller à domicile pour dépister des gens sur place et puis les aider pour les gestes barrières en leur donnant un petit peu de matériel. Et puis on leur propose à ce moment-là, pour ceux pour lesquels le confinement et l'isolement est difficile, un lit d'hôtel. Alors, l'hôtel n'est pas tout à fait proche d'Aubervilliers. Et très vite, on verra que les gens ne sont pas très chauds, à la fois pour qu'on aille chez eux. Alors, bon, ça n'a pas forcément été exprimé comme ça, mais la peur de la stigmatisation était importante. Et puis, elle était d'autant plus importante, entre guillemets, cette peur de stigmatisation, que souvent, les personnes qui étaient atteintes étaient en situation d'être hébergées et qu'elles perdaient leur place si elles étaient repérées comme étant contaminées. Et puis, il y a certaines autres personnes qui disaient mais oui, mais moi je peux pas être confiné, je peux pas aller à l'hôtel parce qu'il faut que j'aille travailler et il faut que j'aille travailler parce que autrement je perds mon boulot si j'y vais pas. Sachant que beaucoup des personnes que nous avons rencontrées à ce moment, donc dès le 21 avril, sont en situation d'être parmi les plus précaires, souvent avec des emplois au noir et donc avec des difficultés qu'on peut imaginer. Donc même si nous avons tout en magasin, du dépistage, la possibilité d'aller vers avec des équipes mixtes qui sont composées à la fois d'équipes hospitalières et puis de médiateurs ou d'assistants sociaux de la ville, donc, qui connaissent la ville, qui savent aller chez les gens. Et ben malgré tout, on verra ça sur le bilan à un mois, on n'est pas très vite, contrairement à certains autres sites, en situation de développer le aller vers à domicile. En fait, cette possibilité n'a été utilisée pendant le premier mois que 8 fois, alors que nous aurions pu être en situation de le faire au moins 10 fois plus. Donc non, vraiment, on voit bien la difficulté qu'il y a à rentrer chez les gens parce que les gens sont dans des situations précaires, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont atteints. Il y a l'autre élément que la stigmatisation, je vous rappelle, y compris pour les soignants, fonctionnait à fond et qu'il n'était pas bon de porter des fois un masque, il n'était pas bon non plus de venir d'un hôpital. Bon, enfin, voilà, cette situation faisait que les gens préfèrent venir directement sur le lieu où on dépiste. Alors, c'est quoi ce lieu? À côté du centre de santé, on a libéré un service municipal d'accès facile et c'est ce lieu-là qui est devenu un lieu de dépistage où nous avions donc les équipes de Covisan, parce qu'on avait jusqu'à 8 personnes susceptibles de faire des visites à domicile, pour tout dire. Un dispositif donc qui a été très sous-utilisé, au moins pendant le premier mois. Avant de vous présenter les résultats, dire quand même qu'il y a donc 4 phases dans le développement de Covisan sur Aubervilliers. La première, celle que je viens de vous décrire, celle qui a consisté à proposer du dépistage
PCR pour les personnes qui étaient malades et pour leurs proches. Et puis, une deuxième phase a vite constitué, au bout du premier mois, à aller vers, notamment dans les foyers de travailleurs migrants ou dans d'autres lieux collectifs, d'hébergement collectif, afin de faire du dépistage, alors un double dépistage, un dépistage par des TROD, c'est des tests rapides, on prend une petite goutte de sang au bout du doigt, et puis un quart d'heure après, on sait si la personne a fait la Covid ou pas. Et donc, bon, ça nous a permis de voir que dans tous les lieux collectifs, le pourcentage de personnes ayant fait la Covid, et ce, dès la première vague, a été très important, hein, puisqu'on était très régulièrement entre 30 et 40% de personnes ayant une sérologie, enfin un dépistage par la petite goutte de sang positif. Et puis, alors, ceux qui étaient avec des tests négatifs, on leur proposait des PCR et on était en situation d'essayer de dépister assez précocement à la fois des gens asymptomatiques ou des gens qui, en tout cas, potentiellement étaient en situation de pouvoir attraper ou d'avoir la Covid. Alors, les résultats du premier mois, là j'ai parlé de 2 phases, j'en ai 2 autres à vous proposer, mais ce sera un tout petit peu plus tard. Donc, bilan entre le 23 avril et le 19 mai, soit près d'un mois, on a dépisté 71 personnes ayant des symptômes compatibles avec la Covid. Et nous avons recensé autour de ces 71 cas 246 cas contacts, c'est-à-dire des personnes qui sont susceptibles d'avoir été contaminées par le cas index. Et parmi ces 246 cas contacts, 61 ont eu une PCR et donc sur ces 61 contacts qui ont eu une PCR positive et sur les 71 cas index, nous n'avons eu, entre guillemets, que 9 PCR positives. Bon, le PCR n'est pas à l'époque un test très fiable, hein. On a 30 à 40% de gens pour le test faussement négatif. Mais néanmoins, vous voyez, c'est assez faible, hein, 9 sur 132, sachant que pour les cas, entre guillemets, qu'on avait à l'hôpital, c'était plutôt 30% de positivité. Et on aura fait en tout et pour tout sur le mois, alors j'avais dit 8, en fait 10 visites à domicile, avec 4 équipes mobiles. Donc, bon, voilà, bilan mitigé, c'est ça qui nous fait évoluer vers autre chose, hein, qui est notamment d'aller dans des lieux collectifs et d'aller faire du dépistage, parce qu'on n'est pas très satisfait de la réalité. Juste pour terminer, donc, ce dépistage aura lieu, en fait, en gros, ces dépistages organisés dans les foyers de travailleurs migrants, notamment dans les centres d'hébergement, on en a quand même un certain nombre sur Aubervilliers, vont durer jusqu'à peu près l'été. Puis l'été, on sera dans une situation Covid-19 et mis en sommeil pour reprendre à la mi-septembre avec l'arrivée de la deuxième vague. Là, actuellement, Covisan, c'est d'abord et avant tout un dispositif de dépistage. Il met en place des actions collectives et continue à les mettre, mais avec des tests antigéniques et des tests PCR proposés de façon plus systématique. Et puis voilà, je pense qu'on va reprendre quelque peu du service, notamment avec probablement le confinement qui nous attend. Voilà, je vous remercie. Je m'aperçois que j'ai mis un peu trop de temps. J'espère en tout cas que ce que j'ai pu vous dire était à peu près clair. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. C'est effectivement extrêmement intéressant
et de voir en plus ce dispositif qui est tout, enfin, qui est très impressionnant, notamment dans la vitesse à laquelle il s'est mis en place et dans différents endroits. Donc, j'ouvre la discussion si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, je peux peut-être commencer, moi. Oui, Armel, moi j'aurais une question. Du coup, merci beaucoup pour le partage. Et puis, encore désolé de vous avoir sollicité un peu tardivement pour cette intervention, mais je pense que c'est vraiment intéressant qu'on puisse partager ça avec les chercheurs pour réfléchir aussi à la suite. Donc, vous dites que dans le dépistage par TROD sérologique, on était déjà à 30-40%. Vous êtes allé assez vite sur le montage d'une intervention en santé publique avec Covisan, mais est-ce que finalement, dans un contexte qui est celui-là, c'est-à-dire d'une épidémie, d'une maladie très transmissible, est-ce que finalement, vous n'êtes pas déjà arrivé un peu tard? Parce que si on voit qu'il y a 30-40% de sérologiques dans une phase assez précoce de Covisan, ça veut dire que le virus a énormément circulé déjà en amont et qu'en fait, c'est toujours intéressant d'intervenir, mais que c'est vraiment compliqué de pouvoir être là lors d'une première vague sur une telle épidémie d'un point de vue santé publique. Je ne sais pas quel est votre avis rétrospectivement sur cette question de la temporalité. Alors, pour répondre précisément à votre question, moi je pense qu'on a loupé avant mars. On a loupé tout ce qui pouvait mettre entre guillemets le territoire au cœur des enjeux, et très très vite, notamment par rapport à la question des masques, par rapport à la question des transports, les questions sociales n'ont pas été posées. Et donc, en fait, nos dépistages ne font que démontrer ce qu'on sait intuitivement. C'est que, encore une fois, quand les gens vivent les uns sur les autres, ils transmettent davantage le virus que si ils sont à côté de leur piscine. Donc, que la question sociale n'ait pas été posée, que du coup, les lieux de forte transmission n'aient pas été davantage protégés. En gros, qu'on ne soit pas dans des situations d'inégalité positive au sens de mettre en place des modalités de protection là où les gens n'ont pas les moyens. Et quand même un petit peu dommage. On pouvait imaginer un dispositif qui consistait à distribuer des masses. Ça l'a été, mais ça l'a été très, très, très tardivement aux bénéficiaires de la couverture médicale universelle ou aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État ou imaginer des distributions dans des foyers. Enfin, on aurait pu quand même se poser cette question en amont. Alors, d'autant que, bon, certes, l'hôpital était le point de référence absolu, le devenir de l'AREA était la préoccupation principale, mais ça n'empêchait pas de réfléchir, quoi. Merci. Alors, il y a deux autres questions. Il y a Anne et Lorraine qui veulent intervenir. Donc, peut-être Anne d'abord. Oui, merci beaucoup. J'ai le soleil d'Aubervilliers sur la tête, mais merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment super intéressant. En vous entendant, je me disais, en fait, il y a eu tout un dispositif, comme vous l'avez décrit, d'aller vers qui a été mis en place et qui, je ne sais pas si on peut dire n'a pas fonctionné, mais en tout cas pas comme on l'imaginait et pas complètement. Et du coup, je me demandais si du côté un peu recherche ou en tout cas évaluation de ce dispositif, il y a le bilan chiffré qui est plein d'enseignements que vous nous avez donné. Est-ce qu'il y a eu des approches plus qualitatives? Est-ce qu'en gros, il y a eu, voilà, alors à Aubervilliers ou ailleurs d'ailleurs, des études qui ont été faites pour un peu comprendre d'où venaient les réticences des personnes, voilà, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, en gros? Est-ce que ça a mieux marché dans d'autres villes qu'Aubervilliers, par exemple? Est-ce que vous avez idée de pourquoi? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des éléments
enfin, vous en avez déjà donné, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments de compréhension de pourquoi cet aller vers qui a été si bien pensé et si vite mis en place n'a pas fonctionné? Merci beaucoup. Alors, juste pour répondre, oui, ça a très bien fonctionné. Par exemple, sur Paris 13e, où il y a eu beaucoup de visites à domicile. On a le sentiment que le aller vers a mieux fonctionné dans les lieux un peu moins précaires. Bon, et puis encore une fois, je pense que la démarche, elle était et elle restait quand même relativement stigmatisante. Pourquoi? Parce qu'elle ne partait pas des professionnels de santé de proximité. En ce qui concerne Covisan, elle partait plutôt de personnes qui sont symptomatiques. On les envoie sur un lieu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter, où on leur fait un test. Et puis, à partir de là, on leur propose tout de suite un tas de choses. Et donc, notamment, d'aller chez eux pour éventuellement voir comment on peut les aider. Je pense que la démarche, elle restait très intrusive, en fait, dans la manière dont elle était proposée. Non pas que les personnes qui le proposaient étaient intrusifs, vraiment, les équipes qui ont participé à cette expérience sont des équipes entraînées à accompagner, à être dans l'empathie, à ne pas bloquer ni obliger. Et donc, voilà, ils ont été très respectueux des décisions des personnes. Mais voilà, je pense que si cette proposition avait été faite par des personnes qui étaient plus connues, elles auraient mieux marché. Mais en même temps, elle est aussi à la mesure du réseau social qui est établi pour beaucoup des personnes dont on parle, qui reste un réseau de proximité où le soignant n'a pas forcément une place importante. L'assistante sociale aurait peut-être pu, mais alors là, se posait la question de la proximité avec une dimension médicale, hein, de secret professionnel. Oui, non, puis encore une fois, moi, je suis soucieux du fait que, notamment dans les lieux collectifs, au début, on parlait d'une maladie comme on en parlait du sida à une époque, hein, c'est mortel. Et en plus, on n'a pas besoin d'avoir un comportement à risque. On peut le transmettre comme ça vole, on ne sait pas. Enfin, bon, bref, c'est très affolant. Et là-dedans, des gens qui essayent de survivre parce que le virus, c'est une chose. Alors, j'ai oublié de rajouter quelque chose. On avait prévu la possibilité d'amener des repas, on avait prévu plein de choses pour essayer d'accompagner au mieux cette question de l'isolement. Mais en fait, ça a très peu fonctionné. Quant à l'hôtel, je ne l'ai pas ou très peu mentionné, on n'a eu que quelques personnes qui y ont été, 2 ou 3 pour moi, et ça aboutit à un échec. Les gens sont repartis chez eux aussi rapidement. Il semblerait que ça marche beaucoup mieux maintenant, mais à l'époque, ça marchait très mal. Quant aux études, non. Alors, à ma connaissance, je regardais les références à Covisan sur Internet pour préparer cette intervention. On a l'impression que ça disparaît, que fin mai, il n'y a plus personne qui parle de Covisan. Et par ailleurs, quant aux recherches, alors en termes de méthodologie, comme vous le savez, ce genre de programme qu'on monte à toute vitesse, on avait des indicateurs de résultats, on avait des indicateurs de process, de moyens, mais bon, les études qualitatives et tout ça, même si on a essayé à un moment de faire participer Maria à cette expérience, on n'a pas réussi. Merci beaucoup. Je passe la parole à Lorraine et puis après Maria pour une autre question. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça m'a pas mal parlé parce que j'étais bénévole dans l'équipe Covisan de la Pitié, justement dans le 13e dont vous parlez. Et oui, en effet, on a eu beaucoup plus de visites à domicile que ce que vous rapportez à Aubervilliers. Moi j'étais en mai et on en avait à peu près une dizaine par jour, avec beaucoup plus de placements à l'hôtel aussi. Ça marchait mieux de ce côté-là aussi.
Mais j'avais une question vis-à-vis du dépistage en hébergement collectif ou dans les foyers de travailleurs migrants. Parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, quand on avait dépisté une personne qui vivait en foyer de travailleurs, la consigne de l'ARS c'était pas à nous d'aller faire des dépistages dans les foyers, mais de les déclarer à l'ARS et c'est eux qui se chargeraient d'aller faire les dépistages dans les lieux collectifs. Et on n'avait jamais de retour à ce niveau-là. C'est un peu comme si on envoyait des mails un petit peu dans le cosmos et c'était assez dur à joindre. Et donc, je me demandais est-ce que c'était fait, ces dépistages dans les foyers de travailleurs? Est-ce que c'était fait dans les délais? Parce que il faut aller très vite si on veut isoler les personnes et prévenir les contaminations. Donc, je me demandais si vous aviez plus d'informations sur comment ça s'est fait au niveau de l'ARS ou peut-être uniquement à Aubervilliers. Alors, pour les dépistages, quand il y avait des situations positives, enfin de PCR positives ou des gens très symptomatiques, très évocateurs de la Covid, l'ARS faisait appel aux équipes de MSF avec lesquelles il y avait une convention et qui intervenaient plutôt rapidement. Hein. Après, nous, notre dispositif incluait l'ensemble des démarches, c'est-à-dire elle remplaçait à la fois les acteurs de proximité, ensuite elle remplaçait la CEPAM pour tout ce qui est les cas contacts, et elle allait jusqu'à remplacer l'ARS pour les clusters. Donc non, elle intégrait, notre démarche intégrait tout. Maintenant, ce type de dépistage qui était proposé de façon aléatoire, pas forcément en lien avec des cas, mais tout simplement parce qu'on voulait aller vers, entre guillemets, l'ARS n'y était pas vraiment favorable. Je pourrais même penser qu'ils y étaient assez opposés. Quant au TROD, ils pensaient que ça ne servait à rien. Et vraiment, non, les relations entre Covisan et l'ARS restent à écrire. Merci. Une question peut-être, Maria. Moi, j'ai une question rapide. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette présentation. Voilà, ce que tu viens de dire sur l'envers du décor institutionnel est quand même, malgré tout, assez effrayant. Et... Enfin, j'avais plein de questions justement sur les enseignements pour l'avenir, en fait, sur la manière dont est-ce que, du coup, ce type d'intervention décourage tout le monde de faire de l'aller vers à l'avenir, en tout cas vous à Aubervilliers, ou est-ce qu'au contraire, c'est des enseignements sur la manière de travailler différemment. Enfin, ce que j'entends aussi dans ta présentation, mais je pense que c'est un constat que beaucoup de gens ont fait en France, c'est aussi que c'est clair qu'il manque des acteurs de santé communautaire, en fait, qui sont un peu l'intermédiaire entre les gens et puis les médecins, quoi, même à échelle locale. Et c'est vrai que, je dis que beaucoup de gens ont fait ce constat, en même temps, je ne l'entends pas très, très fort dans les enseignements qu'on retire de cette crise. Voilà, donc c'était un peu une question ouverte sur la suite, alors bien sûr dans les mois qui viennent, mais aussi la réflexion un peu à plus long terme sur votre manière de travailler. Alors non, ça ne décourage pas, évidemment, mais un peu, en fait, voilà, nos interventions sont plus des interventions humanitaires que des interventions de santé publique. Et comme toutes les interventions humanitaires, elles arrivent dans des terrains qu'elles ne connaissent pas, avec des gens qui ne les connaissent pas, et nous, on dit ce qu'il faut faire. Le parallèle, même si, entre guillemets, le niveau de risque n'était pas du tout le même, c'était Ebola, où une équipe de MSF se fait exécuter parce qu'on les prend pour des sorciers qui amènent la maladie. Mais nous, c'est un peu pareil. On n'a pas assez de proximité avec les populations dont on parle, on n'est pas assez proche. Et puis, peut-être qu'à l'époque, alors on avait beaucoup de bénévoles à Covisan, mais il n'y avait plus d'acteurs dans les foyers de travailleurs migrants, il n'y avait plus de médiateurs sociaux, il n'y avait plus des interlocuteurs de base avec lesquels on travaille aujourd'hui quand il s'agit de mener des interventions, quelles qu'elles soient. Donc voilà, je crois que c'est plutôt une invitation à travailler autrement.
c'est évidemment une invitation à renforcer les proximités avant les crises, entre guillemets, ou avant les difficultés. Et c'est effectivement parler du rôle de médiateur, de promoteur de santé, de beaucoup d'acteurs, éventuellement d'acteurs vivants dans les foyers. Bon, ben voilà, il faut penser ça. Les villes, les acteurs de santé, tout ça, ils travaillent chacun dans leur coin, hein, et bon, ben, on paye ça au moment de crise comme celle-ci. Non, très exactement. Bon, on a su nouer des liens à travers cette crise qui sont maintenant utiles, hein, dans d'autres interventions, dans des foyers de travailleurs, migrants notamment. Mais je retiens quand même que, voilà, globalement, ces actions, elles doivent être conjuguées de façon un peu plus massive, avec des moyens. Quand je parle de moyens, c'est, bah oui, distribuer du gel, les masques, c'était utile, surtout à un moment où il n'y en avait pas. Donc, ça marche. Ça marche. Est-ce que c'est efficace? Ben, je sais pas trop. Je sais pas trop, hein, vraiment. Moi, j'ai été très troublé. C'est peut-être là-dessus que je voudrais conclure, par cette dame PCR positive que nous n'avons pas réussi à accompagner, à isoler, alors qu'on lui proposait tout, l'hôtel, la nourriture, tout. Mais elle perdait son boulot si elle n'allait pas sur sa petite boîte de télécom où elle rencontrait 50 à 60 personnes par jour. Ben voilà. Évidemment, il ne fallait pas porter de masque parce qu'autrement, elle était malade. Donc, voilà, si on n'est pas très attentif à la déstigmatisation, si on n'est pas très attentif à faire que sur le plan des interventions, on touche massivement la population la plus pauvre, sans stigmatiser, mais simplement dans des logiques d'universalisme proportionné, eh bien, on risque là encore une fois, de transformer ces populations en classes dangereuses parce que somme toute, c'est eux qui transmettront le virus. Et bon, ce ne sera plus la perfide Albion, mais ce sera la classe dangereuse. Bon. Excusez-moi, j'ai un peu lyrique sur ces histoires, mais je trouve vraiment, quoi, voilà, ça montre bien, encore une fois, qu'en France, d'abord, la santé publique existe très peu, voire pas du tout. Deuxièmement, que la question sociale, là où elle est d'évidence, elle ne se pose pas dès que l'hôpital est en jeu. On parle de l'hôpital, on ne parle plus des réalités sociales, et qu'au fond, Covisan, tout en ayant noter et s'inscrire dans une logique qui était un petit peu différente, quels que soient les moyens qu'a pu apporter la PHP, et ils étaient importants, bah, voilà, ça remplace pas quelques 20 à 30 ans d'histoire de la santé publique en France. Merci beaucoup. Et non, mais vous avez absolument raison de nous interpeller sur ce sujet, parce que je pense qu'effectivement, il y a un énorme travail a posteriori, même si on n'en est pas encore sorti, pour les chercheurs et les chercheuses en co-construction, on va dire, avec les acteurs de terrain, pour faire le bilan des différentes dimensions du désastre dans lequel on se trouve. Et puis, on va dire qu'effectivement, il y a une marge de progression sur la santé publique en France au XXIe siècle. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être arrêter là les questions, et puis je vais passer tout de suite la parole à notre dernière intervention de la matinée. Donc, je vois que Muriel Galando est connectée. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien, bienvenue. Donc, en direct de Guyane. Donc, je ne sais pas si vous avez un PowerPoint à nous. Oui. Alors, est-ce que là, quand je partage l'écran,
Alors, la chef du partage d'écran, c'est Anne. Vous voyez la présentation? Là, on voit pas votre écran partagé, non. Ah. Partage d'écran. Ah oui, d'accord, il faut que je... Ouais, sélectionnez le PowerPoint dans vos petites fenêtres. Alors, mon navigateur bloque l'accès à votre écran partagé. Je vais ouvrir votre présentation alors. Je vais le faire moi parce que d'expérience, ce message d'erreur est mauvais signe. Ouais, d'accord. Oui, surtout, en fait, je ne suis pas sur mon poste. C'est vrai que j'ai pas ce... Bah, je partage et vous me dites slide suivante quand vous voulez passer à la slide suivante. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui, parfait. Super. Alors, je vous en prie. Donc, je suis Muriel Galindo, coordinatrice d'études donc, sur un projet qui s'appelle Malakit, donc, qui est une recherche interventionnelle donc, pour tester une stratégie innovante de lutte contre le paludisme chez les personnes travaillant donc, clandestinement dans les mines d'or illégales de Guyane. Suivante. Allô? Suivante. J'entends plus. Oui, pardon. J'ai du mal à trouver la bonne flèche. Ah, d'accord. OK. Donc, un petit peu de rappel de contexte sur la Guyane, donc, qui est un département donc, français, un territoire d'outre-mer, qui se situe donc suivante en Amérique du Sud, pardon, entre le Suriname et le Brésil, qui donc a environ 300 000 habitants, un âge médian donc très jeune, de 25 ans, qui est principalement recouverte donc de forêts amazoniennes, mais là que la majorité de la population se situe sur le littoral. Donc nous avons 3 hôpitaux et donc seulement 20% de la population sur les communes de l'intérieur, donc principalement sur le fleuve du Maroni et également sur le fleuve donc frontière avec le Brésil d'Oiapoque. Donc un réseau de centres de santé délocalisés dans ces communes. Donc la Guyane, donc c'est très peu de routes, donc beaucoup de forêts amazoniennes, donc des déplacements compliqués. Donc pour les communes de l'intérieur en particulier, donc c'est soit la pirogue, soit l'avion. Donc l'orpaillage, le paludisme en Guyane. Donc les orpailleurs en Guyane, donc c'est une population très mobile, à grande majorité donc qui viennent des régions les plus pauvres du Brésil. Et donc le nombre d'orpailleurs est estimé entre 10 000 à 15 000 personnes qui viennent travailler en Guyane. Suivante. Donc, on estime à 700 sites d'orpaillage. Donc, c'est vrai que la définition du site ou du camp d'orpaillage est variable. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a énormément donc, de sites. Donc, ces orpailleurs sont donc à un statut clandestin et qui, en plus, pratiquent une activité illégale qui est combattue par l'armée. Donc, il existe aussi de l'orpaillage légal en France, donc en Guyane, qui donc nécessite une autorisation préalable. Alors, le lien entre l'orpaillage et le paludisme, donc l'activité de l'orpaillage, principalement alluvionnaire, nécessite une déforestation et donc une espèce de formation de lacs artificiels qui amène vraiment des conditions favorables à la prolifération de moustiques, des eaux stagnantes, donc la déforestation, en plus des très longues journées de travail en extérieur, donc encore plus vulnérables aux piqûres de moustiques. Et donc peu de mesures de protection, donc peu d'utilisation notamment de moustiquaires sur les hamacs la nuit. Donc vraiment les conditions favorables à l'émergence du paludisme. Donc les orpailleurs en Guyane sont un réservoir du paludisme. Donc on voit un petit peu là sur les deux cartes que les zones d'orpaillage et les zones de paludisme se superposent. Donc c'est vraiment le problème principal du paludisme, puisque vous pouvez voir donc sur la gauche un graphique qui représente donc les nombres de cas enregistrés du paludisme depuis 2008. Donc il y a eu une très grande diminution, comme dans l'ensemble de la région entre 2008, 2015, 2016. De nouveau une petite augmentation à partir de 2017. Mais voilà, globalement, ces chiffres-là ne représentent que les cas enregistrés donc par tous les laboratoires, les hôpitaux, les centres de santé, l'armée, mais finalement cachent ce paludisme en forêt
qui est donc entretenu par les orpailleurs. Donc, il y a eu une étude en 2015 donc, réalisée par Dr Maëlys Dwin, qui est donc aussi la chef de projet du projet Malachite, qui donc visait vraiment à évaluer la prévalence de paludisme dans cette population, et également donc, les connaissances, attitudes pratiques vis-à-vis du paludisme. Donc le résultat montrait vraiment une prévalence élevée de paludisme, de personnes donc, porteuses du paludisme, mais en grande majorité asymptomatiques à 84%. Et en termes donc de comportement, plus de la moitié donc s'automédiquaient, trouvaient des médicaments sur le marché noir en forêt. Et donc ce comportement d'automédication était vraiment associé à une mauvaise observance. Donc risque de résistance de la même façon que les antibiotiques. Donc voilà, donc deux grands enjeux à ce problème. Donc un risque de propagation du paludisme à la population locale et plus largement dans la région, puisque cette population, comme je disais, est très mobile. Donc notamment réintroduction ou d'épidémies dans des zones qui sont déjà contrôlées. Donc c'est principalement un obstacle à l'élimination chez nos voisins donc surinamais, qui eux étaient vraiment à une phase d'élimination, mais qui malheureusement déjà en 2017 voyaient dans tous les cas enregistrés étaient des cas qui venaient de Guyane. Et donc le deuxième enjeu majeur, c'est le risque d'émergence de parasites résistants donc, au traitement de référence du paludisme. Et donc avec toutes les conséquences liées, puisque c'est quand même une maladie qui est potentiellement mortelle. Donc du coup, suite à ce constat, la question s'est posée de quelle action santé publique pour combattre ce problème. Donc au Suriname, eux, donc, ils ont un programme, notamment donc, le Looking for Gold Finding Malaria, qui donc déploie des agents de santé communautaire mobiles et fixes et une communication ciblée, donc notamment vraiment des agents de santé communautaire qui ciblent les orpailleurs du Suriname et donc qui permet une augmentation de l'accès au diagnostic et au traitement donc par ACT de cette population. Alors en Guyane, c'est donc l'Europe en Amazonie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Donc, à cause de multiples contraintes. Donc, la première étant réglementaire, puisque donc, déployer des personnes, des médiateurs pour diagnostiquer et traiter, ce n'est pas possible. Seuls des médecins peuvent, surtout notamment pour la délivrance du traitement en Guyane, seuls des médecins peuvent le faire. Donc des contraintes géographiques, hein, comme je vous l'expliquais, donc la forêt dense, il faut forcément avoir des moyens de transport adaptés, donc logistique et également donc sécuritaire, puisque c'est quand même aussi un danger d'aller en forêt dans une population donc, qui est illégale et il y a le problème également de violence. Suivante. Donc, d'où le besoin d'une intervention innovante, d'une stratégie sur mesure. Donc, le principe de l'intervention, c'est la distribution de kits d'autodiagnostic et d'autotraitement, également donc avec des moustiquaires, avec une formation donc, de la population cible à l'utilisation de ces kits, et également donc, une application smartphone qui a été donc, designée pour cette intervention. Donc, le kit contient 3 kits d'autodiagnostic, donc de diagnostic rapide du paludisme, donc des TDR, qui permettent de détecter donc, tous les types de paludisme. Un traitement donc ACT, artéméter luméfrantine, une dose de primaquine, donc qui fait partie en fait du traitement, hein, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui fait partie du traitement contre le paludisme, et également du paracétamol, donc dans le cas où le test serait négatif, donc pour tout simplement gérer les symptômes de fièvre et de douleur. Donc voilà le kit, donc comme je peux là, j'en ai pas sous la main, mais vous le voyez, donc c'est une sorte de pochette donc transparente qui contient donc deux poches, enfin deux compartiments, un donc pour l'étui avec le traitement et un pour l'étui avec les tests de diagnostic rapide. Suivante, ouais. Donc vous voyez sur ces étuis
donc du TDR et du traitement, ont été donc imprimées directement les instructions illustrées pour l'utilisation du kit, donc déjà pour la réalisation de l'autotest et donc pour la prise de traitement. Donc les sites de distribution, comme je le disais, donc il n'est pas possible de se rendre en forêt. Donc l'idée était de placer donc ces points de distribution au niveau des sites de repli. Donc c'est les bases arrières logistiques le long des frontières avec le Suriname et avec le Brésil, où donc les orpailleurs reviennent pour se ravitailler, pour se reposer, ou c'est des lieux de passage des fois pour rentrer au Brésil ou se déplacer. Et donc les médiateurs, bien sûr, le critère principal pour l'embauche des médiateurs était d'être proches ou issus de la communauté. Suivant. Donc voilà les médiateurs de l'intervention au Suriname et au Brésil, donc qui étaient évidemment les acteurs clés, hein, puisque c'était eux qui étaient à temps plein sur le terrain. Donc le principe, c'est que les orpailleurs donc viennent une première fois sur un site de distribution pour recevoir le kit. Donc après une inclusion, hein, donc c'est un projet de recherche, donc avec consentement éclairé, etc., avec une formation et la remise du kit. Ensuite, donc, ils prenaient le kit pour l'amener avec eux sur les camps d'orpaillage et en cas de symptômes, donc, pouvaient réaliser un autotest et si, en fonction du résultat, donc, prendre ou non le traitement. Et donc, ils peuvent revenir sur le site de distribution pour soit se réapprovisionner, donc on leur donne soit des TDR, soit du traitement dans leur kit, soit un nouveau kit si jamais il a été perdu, volé ou détruit par l'armée, notamment. Mais ça, c'est un autre sujet. Suivant. Donc, l'objectif principal de l'intervention, c'est d'augmenter la fréquence d'utilisation d'un traitement adapté avec une bonne observance. Et donc, dans les objectifs secondaires, c'était globalement améliorer les connaissances sur le paludisme et réduire l'incidence du paludisme. Donc, la méthode donc, pour évaluer l'intervention, le critère principal, c'est l'évolution de ce taux d'utilisation correcte des antipaludiques. Donc, comme je vous le disais, la première étude qui a eu lieu, l'étude Orpal en 2015, a servi donc de référence pour donc réaliser une deuxième étude et évaluer les changements de comportement. Et en indicateur secondaire, donc des chiffres sur la couverture, le nombre de kits distribués, des données sur la connaissance et l'acceptation du projet, sur l'utilisation correcte du kit, sur la réduction de la prévalence et sur l'amélioration des connaissances. Donc, comme je vous le disais, il y a eu l'étude Orpal en 2015 et une deuxième étude transversale en 2020. Donc, côté Brésil, donc l'étude avant intervention a eu lieu donc en 2019. Enfin, je le remontrerai. Donc, c'est voilà, deux études transversales. Et à côté de ça, également une collecte de données prospectives, donc recueillies au fil de l'eau. Donc, l'étude Malachite. Donc, le but, c'est des études d'Orpal et bien sûr d'évaluer l'intervention Malachite. L'étude Malachite permet également d'évaluer l'utilisation des kits. Voilà, donc la comparaison avant-après, c'est le critère du jugement. Pour l'étude Malachite, c'est la part des utilisateurs de kits qui ont correctement utilisé leur kit. Donc, le nombre de participants, étude Orpal 1 et 2, donc entre 600 et 500 personnes, et pour l'étude Malachite, 3733 personnes. Également donc, des études complémentaires, donc une en particulier l'étude Malika, une étude qualitative en partenariat avec une professeure de l'Université de Montréal, professeure Andréane Parent. Donc Malika pour Malachite Intervention Qualitative Study. L'objectif était de récolter donc l'opinion et la perception du projet de la communauté, également des médiateurs et d'acteurs clés, donc des acteurs comme des piroguiers, des propriétaires d'hôtels ou de cantines qui font partie de la communauté des orpailleurs. Donc c'était une étude voilà,
pour également aussi comprendre un peu mieux le rôle des médiateurs dans ce projet. Donc voilà, les objectifs, comprendre la façon dont les orpailleurs perçoivent Malakith, identifier les éléments favorables et défavorables à l'utilisation du kit, déterminer les éléments contextuels qui influencent l'utilisation du kit, écouter les orpailleurs au sujet de leurs besoins de soutien de la part des médiateurs et comprendre le rôle des médiateurs et leurs besoins dans la mise en œuvre. Donc l'étude Malika a eu lieu en avril et août 2019, donc 2 périodes d'observation. Pardon. Donc des entretiens individuels semi-structurés avec au total 20 orpailleurs et 6 acteurs clés. Suivant. Et également donc 2 groupes de discussion, un côté Suriname et un côté brésilien, avec tous les orpailleurs côté brésilien, tous les médiateurs qui se sont réunis sur le même lieu à Oiapoque pour ce groupe de discussion. Donc après, c'était une analyse thématique basée sur une grille d'observation. Donc étude avant-après, comme je vous l'expliquais, ça c'est l'étude Orpal, qui côté Suriname a eu lieu en 2015 pour la première et 2019 pour la deuxième, et 2018 pour la première et 2019 pour la deuxième. Côté brésilien. Donc la collecte de données prospectives, comme je vous l'expliquais, là ça c'est l'étude Malakith. Donc cette collecte est réalisée par les médiateurs eux-mêmes au moment donc de la première visite, de l'inclusion, et également à chaque fois que les orpailleurs reviennent sur le site. Donc c'était une collecte de données sur tablette numérique avec des données encryptées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais afin que ça respecte donc, toute la réglementation au niveau de la protection des données. Et les participants aussi donc, étaient amenés à remplir eux-mêmes des données via l'application smartphone. Donc une collecte de données qui pouvait être faite hors ligne et qui pouvait ensuite être envoyée dès que les personnes avaient accès au réseau, notamment quand ces personnes se revenaient sur des sites de repli. Donc également des données de supervision, donc lors des visites sur le terrain pour rencontrer donc, les médiateurs, et de monitoring. Donc ça, c'est dans le cadre vraiment de la recherche clinique, donc une attachée de recherche clinique qui vérifiait principalement que tout ce qui était consentement était réalisé correctement. Donc également la mise en place d'un Data Safety Monitoring Board. Donc ce sont 4 experts du paludisme complètement indépendants au projet qui ont pour vocation de juger notamment de la sécurité du projet à partir donc, des données, des informations, de rapports qu'on leur a livrés au cours de l'étude. Également la mise en place donc, de ce qu'on appelle un patient advocacy, donc défenseur des intérêts du participant. Donc c'était un numéro de téléphone qu'on donnait tous les participants de l'étude si ils avaient des réclamations, notamment par rapport à l'attitude des médiateurs qui auraient pu ne pas être éthiques. Donc voilà, une sorte de défenseur des intérêts du participant. Donc le consentement éclairé, comme je vous l'expliquais, donc ça fait partie des procédures de la recherche clinique. Également, donc, un suivi des événements indésirables via la collecte de données réalisées au long cours, et également via la collecte d'informations dans les hôpitaux et centres de santé de Guyane. Donc la mise en œuvre, très rapidement, juste pour expliquer que c'est un projet vraiment très multipartenarial et international, donc, puisque le projet de recherche est mené par le CIC donc, de l'hôpital de Cayenne en Guyane, mais avec le Brésil et le Suriname en coopération, avec des acteurs donc, de la recherche médicale, des ONG également, principalement côté brésilien, donc c'est une association qui mettait en œuvre le projet, et des institutions des 3 pays, également d'autres structures internationales comme le Global Fund, par exemple. Donc, les inclusions et participations. Donc, au total, 4766 kits ont été distribués, comme je vous le disais, à 3733 participants. Sur ces 3733 personnes, 631 sont revenues. Et donc environ la moitié avaient utilisé le kit à cause de symptômes du paludisme.
Donc, rapidement sur les caractéristiques de la population. Donc, une majorité d'hommes. Hein, donc, une petite différence entre les données malachite et Orpal. Mais globalement, voilà, une grande majorité d'hommes. L'âge moyen de 38 ans. Un niveau d'éducation globalement faible, hein, puisque plus de la moitié avait soit pas du tout été à l'école, soit à un niveau primaire. Voilà, donc les connaissances du projet et de l'acceptation du projet de la part de la population cible. Donc, l'étude Orpal, la deuxième, a inclus 499 personnes, parmi lesquelles 64% avaient entendu parler de malachite, dont le tiers, 30%, donc, étaient inclus dans l'étude. Donc 46% de ceux qui ont entendu parler de malachite étaient inclus dans l'étude. Et donc juste aussi pour parler, excusez-moi, juste avant de couverture, donc c'est vraiment une estimation un peu grossière, mais 3737 personnes incluses, sachant qu'on estime à environ 10 000 personnes, ça correspond grosso modo à un tiers. C'est ce qui correspond également, donc avec les données Orpal, correspondent aux données malachite, puisqu'on trouve également un tiers de personnes qui ont été incluses. Donc l'étude qualitative, les principaux résultats. Donc, on confirmait que le paludisme est considéré comme un problème de santé majeur par la population cible, un impact important sur la santé, et aussi un problème majeur puisque ça implique leur capacité à travailler et donc a des conséquences directes sur leur situation économique. Donc, malachite était vraiment considéré comme la meilleure solution pour lutter contre le paludisme et donc pour faciliter également l'accès aux soins. Donc là, quelques témoignages de la part des orpailleurs qui ont été interrogés. Donc voilà, les gens ont adoré l'idée, le malachite aide beaucoup de gens. Ce qui est ressorti, c'est vraiment ce lien de confiance avec les médiateurs. Alors, facilitateur, c'est plutôt le mot qu'on utilise en fait en anglais. Hein. Donc voilà quelques témoignages sur le fait qu'ils ont transmis la tranquillité, qu'il y a vraiment une relation de confiance, d'amitié même qui se construit. Donc voilà, les médiateurs vraiment ont mis l'accent sur le fait que transmettre des informations, être utile, était vraiment un moteur pour eux. Donc la majorité trouvait le kit facile à utiliser et à transporter et les explications lors de la formation suffisantes. Par contre, il y a quand même des personnes qui ont relevé la difficulté d'utilisation du kit une fois en forêt avec parfois un délai important entre l'apparition des symptômes et la formation. La crainte de l'autotest aussi, de se piquer soi-même, c'était quand même une difficulté, un obstacle. Également, l'accès du kit à des personnes non formées, donc notamment dans le cas de dons ou d'achat de kits en forêt. Donc ça, c'était un petit peu des obstacles à l'utilisation optimale du kit, mais qui étaient compensés d'une certaine façon par la solidarité et l'entraide en forêt, par les personnes qui étaient formées, qui pouvaient éventuellement aider à piquer et expliquer comment prendre le traitement. Donc, un des problèmes également adressé, c'est la littératie, une littératie globale, puisque donc beaucoup de personnes ne savent pas lire. Donc, même si les instructions sont illustrées, le fait de ne pas pouvoir lire le peu de texte, c'est un problème. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de travail sur l'élaboration des outils. Également, donc, certains témoignages de partage de kits. Donc, soit de partage de TDR, soit carrément de partage du traitement, donc avec les implications sur, du coup, l'observance et le risque des résistances. Donc là, le témoignage, voilà, tout le monde sait que c'est difficile pour avoir le kit. Donc, quand une personne est très malade, nous partageons nos médicaments. C'est pourquoi une étude complémentaire est prévue donc, cette année
pour comprendre en fait cette représentation et cette compréhension du risque de résistance à l'échelle individuelle et à l'échelle de toute la population par rapport finalement au fait de partager ou de ne pas partager son traitement. Et cette étude va également viser à améliorer davantage les outils de communication, formation pour compenser ce problème de littératie. Les orpailleurs ont aussi donc exprimé un sentiment de stigmatisation, de besoin de reconnaissance et de crainte à l'égard de la police. Donc c'est vrai j'ai pas tellement mis l'accent là-dessus, mais c'est une population qui est vraiment sur ses gardes, puisque donc elle est clandestine, elle est combattue par l'armée, et c'était un enjeu majeur aussi le fait d'instaurer cette confiance, puisque voilà, une population méfiante du coup peut se poser des questions sur ce type d'intervention et notamment quand il y a collecte de données sur l'utilisation de ces données, quoi. Donc les suggestions exprimées, l'augmentation de la distribution, ils ont dit nous s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, c'est vraiment qu'on voudrait être amélioré, c'est augmenter la distribution de kits. Et certaines personnes ont également suggérer qu'elle se fasse directement en forêt, avec, par exemple des médiateurs de orpailleurs qui pourraient amener et distribuer et former en forêt. L'ajout de médicaments, d'autres maladies, de suppléments de fer ou de comprimés de traitement de l'eau ont été suggérés, ou carrément la formation de kits entiers pour d'autres maladies. Et enfin, la dernière suggestion, c'était d'élargir les prérogatives des médiateurs, notamment à d'autres problèmes de santé, mais également à des problèmes sociaux, hein, puisque les orpailleurs ont des problèmes de droit, de papier, notamment un des problèmes, c'est qu'ils perdent souvent leurs papiers en forêt, et donc en termes de démarches administratives, ils ont parfois besoin de soutien. Les opportunités décelées d'impliquer davantage aussi les acteurs clés, donc notamment les propriétaires d'hôtels par exemple, ou les piroguiers qui pourraient s'impliquer pour comment dire, encore davantage accentuer les messages sur notamment la bonne utilisation du traitement pour une meilleure utilisation du kit. Donc les résultats, je vais y aller très rapidement, parce qu'ils sont donc très très importants, mais c'est pas l'intérêt là de cette présentation. Mais l'étude, donc les résultats ont montré une augmentation significative du recours aux tests et traitements, notre ratio de 1,8. Globalement, une bonne utilisation du kit, donc 71% des personnes qui utilisaient correctement le kit, donc qui montre finalement que les personnes avec peu ou pas d'éducation sont capables de réaliser un autotest et d'interpréter les résultats. Pour ce qui est vraiment de l'action sur la prévalence, l'incidence, donc ça c'est quelque chose qui va être modélisé. C'est vrai que d'après les premières données qu'on a, elles sont plutôt encourageantes, hein, elles montreraient plutôt une diminution du paludisme, mais c'est en fait difficile de l'attribuer à l'intervention, donc d'où le besoin là de modéliser. Donc c'est une étude en cours. La sécurité de l'intervention, donc peu d'événements indésirables ont été reportés, et surtout très peu qui étaient graves. Et une circulation en dehors du projet, donc dans le sens où des kits ont été donnés, vendus, achetés sur le terrain, relativement limitée. Bien sûr, ça existe, hein, mais avec des conséquences finalement pas vraiment néfastes. Hein. Donc, le petit retour sur l'utilisation de l'application. Bon, déjà, elle a été en fait déployée avec du retard, hein, seulement en début janvier 2019. 507 installations de l'application, dont 82,7% de participants Malakit. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas incluses dans Malakit ont également installé l'application. Donc voilà, il y avait différents modules dans cette application, notamment une vidéo pour expliquer comment réaliser le TDR.
des vidéos des vidéos sur le paludisme en général, des informations sur la prévention, sur qu'est-ce que le paludisme, les mesures préventives, des informations sur le projet, des informations sur le traitement, et enfin un guide, donc un module interactif, excusez-moi, qui donc avait qui avait deux objectifs, hein, à la fois aider la personne qui utilisait pas à pas à savoir donc faire le test, interpréter le test, prendre le traitement avec des rappels pour la prise de traitement, et également en même temps du coup une collecte de données interactives. Donc 53 questionnaires remplis, 53 personnes qui ont pu envoyer les données de ce module interactif. Donc, ça montre finalement que c'est un pauvre outil de collecte. Hein. Déjà, le partage de l'appli était insuffisant. Les données, donc pour diverses raisons. Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que ça a été un problème aussi de difficultés techniques pour les médiateurs à partager? Peut-être en termes d'attractivité, ça, c'est des choses qui n'ont pas vraiment été évaluées sur le design, sur la facilité d'utilisation de l'appli, parce qu'il y a le même problème de littératie aussi, hein, même si on a essayé de rendre ça le plus simple possible avec des illustrations, peut-être c'était également un obstacle à cette utilisation. Et les données étaient du coup difficiles à interpréter, hein, il y avait des incohérences, par exemple un homme qui était enceinte, des choses comme ça. Donc peut-être aussi des personnes qui ont utilisé le questionnaire juste pour essayer, et parfois des questionnaires qui ont peut-être été remplis pour d'autres. Donc, par contre, le point positif, c'est que c'est un bon outil de communication, parce que vraiment, tout ce qui était vidéo, donc il y avait une vidéo aussi d'animation qui expliquait vraiment le projet et l'intérêt de prendre le kit, de prendre le traitement, qui expliquait un peu le principe de résistance. Et la vidéo pour utiliser le TDR ont été très, très appréciées. Et donc, ça peut être un bon outil de partage de ces outils-là. Donc, les limitations, c'était, alors en termes de données, notamment sur l'étude avant-après, un manque de puissance. Pourquoi? Parce que finalement, comme le paludisme a diminué, il n'y avait pas suffisamment de personnes qui avaient eu le paludisme ou eu des symptômes et utilisé le kit. Le délai de retour sur site de distribution est relativement long, hein, c'est en moyenne 4-5 mois. Un petit biais de sélection aussi, puisque c'est vraiment les personnes les plus mobiles, celles qui sortent le plus souvent de forêt, qui sont du coup concernées par l'intervention. Bon, un biais de déclaration, comme dans toute étude. Les marges d'amélioration, donc comme on l'a dit, c'est mieux comprendre la compréhension, la représentation de la résistance, améliorer les outils, peut-être développer davantage le média de la vidéo, notamment pour mieux expliquer encore la prise de traitement. Et en termes de couverture aussi, peut-être plus de flexibilité dans la distribution, c'est-à-dire pas uniquement avoir des points fixes. Donc c'est un petit peu ce qui a été fait pendant l'étude de quelques missions délocalisées, ponctuelles dans d'autres sites où on savait que les orpailleurs, il y avait un grand passage d'orpailleurs, voilà, principalement lié à l'activité de l'or. Et donc développer davantage cette stratégie, peut-être éventuellement, tout est encore ouvert, hein, sur la possibilité d'amener des kits en forêt, mais même si ce n'est pas encore la stratégie envisagée. Les forces de ce projet, donc l'implication des médiateurs, bien sûr, la complémentarité des acteurs, hein, que ce soit chercheurs, associatifs, institutions, que ce soit comme pour le développement des outils numériques, les outils de communication, etc. L'approche participative, notamment dans ce développement d'outils, et une bonne communication, que ce soit donc au public scientifique, mais à la population et à la population générale. Suivant. Donc, en conclusion, c'est un projet de recherche innovant, de kit d'autodiagnostic et d'autotraitement, avec des résultats prometteurs, avec des pistes d'amélioration et d'adaptation de la stratégie.
une stratégie a priori pérennisable sur le plateau des Guyanes, transférable à d'autres régions du monde au contexte similaire. Donc des contextes, c'est-à-dire également d'orpaillage, mais des contextes aussi où voilà, les personnes sont très isolées et peuvent avoir besoin d'amener des kits là sur leur lieu de vie. Et donc, ça peut être également, l'occasion d'une plateforme en fait pour un meilleur accès aux soins des populations isolées. Suivant. Donc, les prochaines étapes, comme je vous le disais, donc il y a déjà une poursuite du projet au Suriname. Donc, on est en train de travailler avec eux à l'adaptation de la collecte des données. Un projet de recherche là est en train vraiment au tout début, mais d'être développé pour viser donc un autre type de paludisme. Donc ça, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais les résultats ont montré en fait une transition de l'épidémiologique. Donc la majorité avant du paludisme chez les orpailleurs était Plasmodium falciparum. Maintenant, c'est Plasmodium vivax. Donc c'est une autre stratégie en fait de test et traitement, et donc une autre approche à envisager plus complexe. Et donc, comme je disais, améliorer l'observance grâce à une étude qualitative supplémentaire et l'adaptation des outils de formation. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation absolument passionnante et ce projet très, très impressionnant. Alors, on a un petit peu dépassé le temps auquel on devait se limiter, mais s'il y a quand même des questions, je pense que c'est important de prendre quelques minutes peut-être pour y répondre. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Tout le monde a faim. Moi, je me réveille. Moi, je veux bien s'il n'y en a pas d'autres, mais vraiment, enfin voilà, parce que c'est, comme l'a dit Armelle, c'est vraiment, franchement, c'est hyper impressionnant. Et du coup, je me demandais un petit peu quelle a été votre démarche au moment de mettre en place ce projet. Enfin voilà, comment vous avez travaillé à l'élaboration, notamment du matériel, là, du kit, qui est vraiment très très beau. Enfin, en tout cas, par écran interposé. Voilà, dire un peu plus, il l'est, oui. Voilà, sur comment vous avez travaillé, parce que c'est très impressionnant le résultat. Donc, on a eu l'aide d'une dessinatrice, donc Laure Garancher, qui travaillait à l'OMS à l'époque, donc a été détachée à l'OMS Barbade, rattachée au département des ministères des Affaires étrangères. Département des départements français des Amériques, voilà, excusez-moi. Et qui donc a beaucoup, s'est beaucoup investi déjà avant le début du projet sur le plaidoyer sur le paludisme en Guyane, parce que c'était un problème qu'on connaissait, mais qu'on ne voulait pas trop non plus en parler. D'un point de vue politique, voilà, il y avait presque plus de palus sur le littoral, et voilà, l'orpaillage, il faut comprendre aussi que c'est un peu un sujet tabou en Guyane. Et donc, cette personne a beaucoup investi sur le plaidoyer pour lutter contre ce problème de paludisme. Et donc, en plus, elle a plusieurs casquettes, puisqu'elle est aussi dessinatrice. Donc, elle nous a aidé à designer la pochette et à réaliser toutes ces illustrations. Également des illustrations qui sont utilisées pendant la formation. Voilà, donc ça a été après un travail d'équipe, mais c'est vrai que c'est assez quand même artisanal. Il faut comprendre qu'on n'est quand même pas beaucoup. Il y a Dr Malice Douin, Yann Lambert, un interne là, qui beaucoup investi, qui a fait énormément sur tout le développement du système d'information, des outils numériques. Donc il y a moi en tant que coordinatrice d'études, il y a également Louise Mutrici, la coordinatrice de l'étude Orpal. Et donc maintenant une nouvelle personne, Dr Alissana, qui travaille sur la suite là, de Malakite qui vise Vivax. Mais donc, oui, c'est quand même artisanal. Il faut comprendre qu'on a fait avec les moyens du bord, quoi. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est peut-être ça la conclusion, en fait, que les enquêtes interventionnelles sur le fond, c'est quand même quelque chose qui marche quand c'est fait de manière artisanale. Je lance la réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres
il y a d'autres questions ou, je ne vois pas sinon. Bon. Bah oui, alors moi, ce qui m'a peut-être en particulier impressionné aussi dans ce travail, c'est la capacité à accéder à une population qui, à la fois d'un point de vue géographique, mais aussi en termes de statut légal sur le territoire et d'être vraiment aux marges et caché, comment vous avez pu accéder de manière aussi importante à ces hommes et à les convaincre de la pertinence et de l'intérêt de l'étude. Je trouve que c'est... Ouais. Mais ça n'a pas été difficile parce que finalement, comme je le disais, c'est une population qui souffre de discrimination, de stigmatisation. Et déjà, quand les premières missions, on venait pour élaborer les outils avec eux, tester que ce soit les outils vidéo, les illustrations, de voir qu'on leur ciblait particulièrement cette population, qu'on les ciblait, ils étaient très touchés en fait. Et comme je disais, en plus, le paludisme, c'est un problème qu'ils reconnaissent tout à fait. Hein. Du coup, c'était pas difficile. Puis bon, du coup, la gratuité en plus du kit, c'était forcément un plus. Donc l'engouement était rapide et c'est vraiment pas un problème. Après, en effet, l'idée de toucher toute la population, c'est quand même pas évident puisque certaines personnes rentrent peu ou pas, ne sortent peu ou pas de la forêt. Donc ces personnes-là qui en plus se disent bon, alors, on peut se procurer un kit en achetant à quelqu'un qui l'a eu, c'est un peu le problème. Mais après même finalement les chiffres montrent que c'est peu représentatif, mais le peu de retours qu'on a eu sur les personnes qui ont utilisé un kit sans avoir été formées, il n'est pas si mauvais aussi, parce que c'est vrai que quand il y a don ou vente de kits, les personnes expliquent aussi ce qu'on leur a expliqué sur le fait de bien prendre le traitement. Ça nous permet de boucler avec la première présentation sur l'empowerment et le réseau dans ces questions. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Il est 1h moins quart. Merci vraiment beaucoup à tous les intervenants, même s'il y en a une partie qui nous ont déjà quittés. C'est vraiment très, très, très instructif et complémentaire et cohérent toutes les présentations. Ça donne beaucoup à réfléchir. Je ne sais pas, je passe peut-être la parole à Maria et Anne si vous avez quelque chose à dire pour conclure. Non, moi, je remercie tout le monde d'être resté avec nous pendant cette matinée. Juste un mot pour vous remercier tous et toutes d'avoir présenté et puis pour les échanges qui, par Zoom sont toujours plus difficiles qu'en vrai, mais on est vraiment content de pouvoir quand même maintenir ces séminaires et de continuer les réflexions en commun avec les outils de visioconférence à notre disposition. Et moi aussi, j'ai trouvé que vraiment c'était très riche et très intéressant, très divers aussi. Donc ça, c'est super de voir vraiment les différents types de recherches qui sont faites autour de ces dispositifs de recherche interventionnelle. J'aime bien ce que tu viens de dire, Armelle, sur l'artisanat. Peut-être que la recherche, c'est une forme d'artisanat, comme a dit une des personnes avec qui j'ai eu la chance d'être formée. Chaque situation est différente et il faut s'adapter et faire au mieux pour que les choses soient les plus précises pour les personnes avec qui on travaille. Et c'est vrai que la recherche interventionnelle montre ça peut-être encore plus que des enquêtes observationnelles. Donc vraiment, merci à tous. Bonne chance pour finaliser tous vos projets, puisque certains sont en cours. Et Anne, tu peux dire, parce que moi, je ne m'en souviens pas, quand est-ce qu'aura lieu le prochain séminaire? On se retrouve le jeudi 18 mars. Je crois que c'est un jeudi. En tout cas, le 18 mars, c'est sûr. Et donc, on enverra l'information et on mettra sur le site de l'Institut Convergence Migration aussi pour la thématique précise. Voilà. Merci. Okay. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt. Bonne journée en Guyane. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.